À nous rejoindre à présent, autre sachant également donc très attendu, à savoir Jean-Luc Perrault, directeur du pôle de compétitivité valoriale, pour la 5e transition alimentaire, tendance et défis. Le temps que Jean-Luc me rejoigne. Jean-Luc, je disais en amorce, en ouverture de ce colloque, qu'on entendrait des paroles fortes, des prises de paroles fortes. J'ai d'ailleurs tweeté toute la semaine dans ce sens, avec des gens qui ont un franc-parler, des idées à faire valoir à leur manière. C'est toute votre personnalité. Il y a quelques semaines, lorsque je travaillais avec vous à la préparation de cet après-midi, vous m'avez dit, Serge, le thème, je vais vous le corriger. Merci de l'avoir corrigé. La 5e transition alimentaire, tendance et défis. Serge, il conviendrait davantage de parler de défis, premier point, et de la manière, voire des manières de les relever, avec en ligne de mire cette question, est-ce que la tendance va dans le bon sens ou pas? Jean-Luc, vous souhaitez intervenir ici? Je sais pas, je vais voir. Vous À avez l'intuition. vous avez Avec une une petite pointeuse, zapette. vous avez la zapette Avec à la votre petite zapette. disposition. Ok. Je vais peut-être Merci, merci. ramasser tout de même. Je sens que Super. vous pourriez peut-être Voilà, autrement ça peut me servir. me déstabiliser. Voilà, Jean-Luc. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai peut-être rectifié une petite présentation, Serge. Je ne suis pas sachant. Je suis apprenant. Et en fait, alors peut-être parce que, comme tout breton, on est un peu modeste, mais en préparant cette intervention, j'ai pensé à une phrase que Michel Houdbin, industriel de l'agroalimentaire à Noyal-Pontivy, avait beaucoup de plaisir à dire et à redire lorsqu'il intervenait comme ça en séance publique. Il disait « J'ai une chance extraordinaire, je fais le plus beau métier du monde ». Il marquait toujours une petite pause et forcément on se dit « Mais pourquoi il dit ça ?» Et il disait « Je nourris le monde, et nourrir le monde, c'est le plus beau métier du monde parce qu'il est à la fois universel et éternel. » Et ça nous ramène à beaucoup de modestie, et ça me ramène au fait que finalement, malgré le fait que toute ma carrière pro, je l'ai passée dans le monde agricole, agroalimentaire, plus j'observe, moins je sais. Moins je sais, et finalement, il y a une question, on se pose un peu la question, à quoi s'attendre d'ici 2050 ? Je suis incapable de vous le dire. Incapable de vous le dire. Tout simplement parce que les choses sont d'une complexité sans nom. En raison justement de ce caractère universel et éternel, et en raison d'un deuxième facteur, et celui-là, il m'est apparu cet après-midi en venant en voiture. J'ai raconté l'anecdote, j'écoutais France Inter et il y avait Hubert Reeves, écoutez-le, c'est un type vraiment fantastique, et il disait, je ne sais pas ce qui... Il ne parlait pas de l'agro, hein, mais de l'agri et de l'agro, il parlait de manière générale, il dit, moi, le monde dans 20 ans, je mets au défi quiconque de savoir ce qu'il en sera. Alors il dit, mais pourquoi, quelle raison? Il dit, il y a une variable qu'on ne maîtrise pas, c'est le PLF. Le PFH. Le PFH. Qu'est-ce donc le PFH? C'est le putain de facteur humain. Je trouve ça excellent parce que finalement, oui, on sait des choses, mais on est incapable de prédire cet avenir. Et qui plus est en 25 minutes, exercice totalement impossible. Donc restons modestes. Et je me suis dit, bon, quand même, allez, on peut donner un certain nombre de clés, on peut ouvrir un peu les chakras, je pense que c'est ce qu'on fait avec Bruno. Et donc, plutôt que d'apporter des éléments de réponse à la question qui est posée, à quoi s'attendre d'ici 2050, c'est peut-être un peu une méthode, en tous les cas celle que j'applique en accompagnant les entreprises agricoles, agroalimentaires, en les accompagnant dans leurs travaux de R&D. Quand on fait de l'innovation, on fait quoi? On se projette dans l'avenir. On pense à l'avenir. On imagine ce que seront les produits de demain. On imagine ce que seront les machines de demain. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc il y a une part d'incertitude qui est... Alors bien sûr, notre boulot, c'est de réduire cette part d'incertitude. Mais finalement, la part d'incertitude est tellement énorme, tellement conséquente, que finalement, il faut rester vraiment modeste et les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois que c'est par là, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Première chose, peut-être, c'est dire, mais on parle de transition. Mais transition, c'est quoi? J'ai fait un truc, mais alors basique de chez basique, une transition, regardez la définition dans le dictionnaire. Une transition, c'est quoi? Alors, je crois qu'il faut que je vois pour pointer, pour faciliter le pointage, où je dois pointer pour que... Voilà.
Un petit peu par là? Ouais. Voilà. Définition du Larousse, passage d'un état à un autre, état, degré intermédiaire, passage progressif entre deux états, deux situations. Donc, transition alimentaire, on en parle. Manager de transition, gouvernement de transition, etc. Ce qui me semble, peut-être, il y a peut-être un élément qu'il faut rajouter à cette notion de transition, c'est que probablement, il y a quand même très souvent un côté irréversible. On passe d'un état à un autre, et c'est bien ce qui est en train de se passer dans le domaine alimentaire. Appliqué à notre sujet, il y a deux dimensions qu'il faut prendre systématiquement dans la réflexion que vous allez mener chacun à votre niveau. Vous dans votre exploitation agricole, vous dans votre usine, vous dans votre activité économique, vous collectivement dans une association, etc. C'est la dimension temporelle et la dimension spatiale. Et vous verrez qu'en prenant ces deux variables essentielles, le sujet qu'on va traiter, finalement, on peut dire tout et son contraire. On peut arriver à des conclusions complètement inverses. Ce qui fait que, finalement, il n'y a pas d'universalité dans la réponse qu'on peut apporter à cette question des transitions alimentaires. Donc c'est là-bas. Même là-bas, plus haut? Non, pas plus haut. Voilà. Alors, sur la dimension, premier sujet, la dimension temporelle, je pense sérieusement que le temps court est mauvais conseilleur. Le temps court est bon acteur, mais très mauvais conseilleur. Moi, c'est le fruit d'une observation, et j'observe beaucoup les évolutions dans la consommation alimentaire, etc. Les seuls éléments pertinents que j'ai pu tirer, en général, c'est sur la base d'observations longues. Là, on peut tirer des choses intéressantes. Pour illustrer mon propos, alors c'est très embêtant ça, parce que aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, l'urgence, la rapidité, etc. Les nouvelles technologies nous poussent à ça, alors qu'à mon sens, il faudrait prendre beaucoup plus de recul et regarder les choses avec ce regard dans le temps. J'ai pris un exemple, je ne sais pas si on le voit très bien, là, on peut regarder des choses à l'échelle des siècles. Et là, c'est un travail qui a été fait par Pierre Combris de l'INRA, qui voit comment la consommation de calories par personne en France a évolué dans le temps sur les 2 derniers siècles. Comment ça a évolué? Et là, on voit des choses apparaître. On s'aperçoit qu'il y a eu un premier siècle, le 19e, où la consommation de calories par jour a fortement progressé, passé de 2000 à 3500 kcal jour à peu près, et puis que finalement, sur le 20e, on est à peu près iso, voire même ça a quelque peu baissé. Mais surtout, ce qui a beaucoup changé, c'est les sources caloriques qui ont beaucoup changé, notamment avec une baisse des céréales et des féculents, et puis une augmentation très sensible des graisses et des viandes. Autre regard, si on fait sur des temps un tout petit peu plus rapprochés, alors va-t-on y arriver? Voilà. Alors, je voulais mettre d'abord la consommation au niveau la consommation d'alcool. Bruno, tu en parlais tout à l'heure. Là, je l'ai fait sur un temps plus court les 50 dernières années. Ben ouais, c'est une belle droite. C'est parfaitement linéaire. C'est parfaitement linéaire. Mais surtout, il faut coupler cette vision volumétrique à une vision en valeur. Parce qu'il faut réussir à déconnecter les deux. Et ce n'est pas parce que le volume baisse que la valeur baisse. Et au contraire, l'exemple que tu as pris tout à l'heure illustre ce propos. Et vous avez les petites informations sur le côté droite, voilà, avec le budget moyen. On consomme moins, mais on dépense tout autant. Donc, il y a de l'espoir. Et ce qui compte, ce n'est pas le volume, c'est bien la valeur qu'on va réussir à créer au niveau de son exploitation agricole, au niveau de son usine, au niveau d'une économie sur un territoire. Et puis, j'ai regardé, troisième exemple, sur un temps beaucoup plus court, celui-là, l'échelle de 20 ans. Est-ce que... Par là, voilà. Ah là là là, le capteur. Hop. Voilà. C'est l'évolution du marché alimentaire en France, du marché bio. J'ai envie de vous dire, moi, le marché bio, ça fait 20 ans qu'il a commencé. Et là, c'est pareil, on a une parfaite ligne droite. Donc, finalement, pas besoin d'être grand clair. Déjà, de base, poursuivez la tendance. Et je vous jure que ça marche quand vous poursuivez la tendance. Alors, bien sûr, il y a un moment, il y a des points d'inflexion. Bien sûr,
il y a une barrière des estomacs, bien sûr, il y a des barrières de dépenses, etc. Mais rien que cette logique-là vous renseigne énormément sur les tendances et les évolutions. Donc le facteur temps. Maintenant, le facteur spatial, voilà, partons du monde. Moi, je pense qu'on peut porter un raisonnement en fonction de 5 dimensions spatiales qui se complètent les unes des autres. C'est à vous de choisir. 5 dimensions, moi je pense qu'il y a le local, le régional, le national, le continental. Bruno, tu insistais sur le fait continental, je trouve intéressant, et la dimension mondiale. Finalement, ces 5 dimensions, c'est vos 5 aires de jeu. C'est à vous de choisir dans quelle aire de jeu vous allez jouer. Mais encore une fois, quand vous allez coupler cette dimension temporelle avec cette dimension spatiale, avec ces deux variables, vous allez avoir un diagnostic et une analyse, ou un résultat de diagnostic et d'analyse qui peut être aux antipodes selon la nature de cette observation. Je me suis amusé à faire l'exercice en disant, mais finalement, si on regarde une variable qui est la population à l'échelle de ces 5 dimensions. Hop. Tu crois? Alors, je suis juste trop loin, c'est ça? Tu crois? Un pas en avant, ça marche. Et un pas en arrière, et puis je referai un pas en avant. Pouldreuzic, 2200 habitants. Mais à la limite, je suis un producteur bio qui veut développer un marché local. Peut-être que ces bouches à nourrir me suffisent pour développer mon business. Je suis sur une dimension régionale avec un produit typique, je ne sais pas, la galette au hasard. Finalement, ce marché-là peut parfaitement me suffire. Et puis, il y a la dimension nationale, la dimension continentale et la dimension mondiale. Faites un petit ratio entre la population nationale française et la population mondiale. La population française, c'est moins de 1% des bouches à nourrir dans le monde. Donc là encore, lorsque vous allez réfléchir aux transitions alimentaires, celles que vous allez observer peut-être au niveau régional, peut-être au niveau national, ne sont pas forcément celles que vous allez observer au niveau continental ou au niveau mondial. Quand je dis peut-être, on va dire certainement. Les habitudes ne sont pas les mêmes, etc., etc. Les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes. Il y a tellement de choses qui varient. Une dernière chose, je vais faire mon petit pas en avant. Pour vous donner de l'espoir. Au niveau national, la population française augmente régulièrement d'à peu près entre 0,3 et 0,5% par an. Entre 0,3 et 0,5% par an, c'est entre 200 et 300 000 bouches supplémentaires à nourrir par an en France. Le budget moyen des ménages pour les dépenses alimentaires en France, consommation hors domicile plus consommation hors domicile, c'est 3 500 € par personne et par an. Vous faites le calcul, c'est un business, rien qu'en France, c'est un business supplémentaire. Chaque année, de 700 millions d'euros. 700 millions d'euros supplémentaires, rien que par l'effet démographique de la croissance de la population française. Alors, même faisant un pas en avant, ça pas toujours... Voilà. Alors, parlons maintenant d'un deuxième point qui me tient à cœur, c'est quand on parle de tendance, qu'elle soit alimentaire ou pas. Il y a le CREDOC a fait des travaux extrêmement intéressants sur le sujet et il identifie 5 grands types de tendances. Je vais vous les décrire rapidement. Peut-être. On est fâché. Hein. 2 pas de plus. Les signaux faibles, on va y revenir. J'ai beau faire les effets conjoncturels, c'est bête parce que je suis obligé toujours de... Les effets conjoncturels, les effets de cycle, les changements structurels et enfin les ruptures. Ce qu'il faut appliquer au secteur alimentaire ou à la consommation alimentaire de manière générale, ce qui drive majoritairement ces évolutions, ces ruptures, ces tendances, etc., ce sont des changements structurels. Tout le reste n'a finalement qu'assez peu d'influence sur ces trains d'évolution de consommation. Ces changements structurels, c'est quoi? Je vous en ai cité tout à l'heure, mais c'est des changements démographiques.
l'augmentation du nombre de bouches à nourrir. C'est hyper conséquent pour notre activité. C'est la taille des ménages. Pourquoi continuer à faire des yaourts par 16 alors que la taille moyenne des ménages ne cesse de diminuer? C'est bien sûr le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat moyen, les écartibles, les déciles, etc. Ça, c'est des éléments hyper structurants qui conditionnent pour l'essentiel ces évolutions et ces transitions alimentaires. Sur les effets, par exemple, conjoncturels, la crise économique, des crises économiques comme celle de 2008 a eu des conséquences extrêmement intéressantes, intéressantes, je ne sais pas, pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais intéressantes à observer en tous les cas sur la consommation des ménages français. Par exemple, en 2008, 2009, 2010, les achats de farine en grande distribution ont cru de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que les gens ont acheté des machines à pain. Si on faisait un petit sondage, j'imagine qu'il y en a un grand nombre d'entre vous qui en ont acheté, et parmi vous, il y en a aussi un grand nombre qui l'ont mis en rencard. Voilà. Alors, sur les signaux faibles, je vous ai mis juste un exemple. Comment on fait pour détecter ces signaux faibles? Il faut faire une veille, tout simplement, et là, je vous ai mis un exemple, mais Google Trends, par exemple. Ça, c'est vachement intéressant. Je ne fais pas de promo pour Google, mais faites Google Trends, tapez un mot-clé et voyez le nombre d'occurrences qu'il y a sur ce type de mot-clé. Et là, vous apercevez, j'ai tapé véganisme, puisque c'est ce truc d'actualité, finalement, vous apercevez que ce mot-là, il est apparu depuis 2014, mais pas tellement avant. Première observation. Deuxième observation, il plafonne aujourd'hui. Donc là, ça, voilà, c'est des éléments qu'on peut tirer en termes de signaux faibles, et après, il faut bien sûr approfondir le sujet et comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. L'autre, à l'inverse, les ruptures. Les ruptures, souvent, y compris dans nos modes de consommation, viennent de ruptures technologiques. Et je voudrais vous en citer une, c'est tout simplement le micro-ondes. Et regardez l'arrivée du micro-ondes, il a eu une incidence énorme sur nos comportements alimentaires, nos façons d'apprêter nos aliments, etc., notre rapport au temps, à la préparation des repas. Et regardez le taux d'équipement. Le four micro-ondes pour les ménages étant arrivé dans les années 70-80, voilà, en l'espace de moins de 20 ans, 30 ans, on a quasiment équipé tous les ménages français. Là, oui, ça, ces ruptures ont une incidence extrêmement forte sur la consommation des ménages. Donc, tout ça pour dire que il faut, quand vous observez quelque chose, essayer de le caser en quelque sorte par rapport... ça va un petit peu vite quand même, parfois. Tac. Voilà. Ça va un petit peu. Essayez lorsque vous observez un fait, essayez de le caser dans ces types de tendances. Troisième point, quand on parle de transition, si on résume, c'est très simpliste ce que je fais, on n'a pas beaucoup de temps, etc. Mais moi, je vois quand même 4 grands types de transition nous concernant nos secteurs agricoles et agroalimentaires. Transition économique, on va en parler un tout petit peu. Transition environnementale, bien évidemment. Transition techno-numérique, c'est pas que le numérique, la technique, la technologie et l'association des deux, c'est un cocktail détonnant, extraordinaire. Et puis transition alimentaire, c'est là du côté des consommateurs que nous sommes tous, qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, je vais vous le dépeindre à gros traits, mais voilà quelques idées que je laisse à votre appréciation. Alors si je vais en arrière, là je vais... Alors, première chose sur la transition économique, je pense qu'on assiste, et c'est quelque chose qui va se renforcer avec le temps, un glissement d'une économie linéaire à une économie circulo-linéaire. Je vais un peu détailler. Ce qu'on a fait sur notre territoire, ici, à Cornouailles, en Bretagne, dans l'ouest de la France, en France, notre réussite, elle a, et Bruno, tu le disais, elle s'est fondée sur cette économie linéaire. Et en fait, sur l'économie linéaire, un producteur, un transformateur, un distributeur, un commerçant et un consommateur. Et finalement, on a optimisé tous les maillons. Et finalement, la performance globale de ces agrochaînes est égale à la performance du maillon le plus faible. Il y a toujours un moment où il y a un maillon où ça déconne, où c'est compliqué, et ça affaiblit la chaîne. Ce qui est en train de se passer, à mon sens, et ça c'est quand même un phénomène très nouveau, c'est justement un mixte entre cette économie linéaire, elle ne va pas disparaître comme ça,
mais un mix entre cette économie linéaire avec l'économie circulaire dont on parle beaucoup. Vous avez un schéma, j'ai trouvé ce schéma vraiment très intéressant, c'est un bon résumé. Donc on garde cette économie linéaire et on valorise à la fois les nutriments biologiques et les nutriments techniques. J'aime bien cette toute double composante. Avec le schéma, on le représente comme on veut, etc. Et là, appliqué à ça, alors il y a des traductions très concrètes aujourd'hui lorsqu'on fait de l'énergie sur des territoires, etc. Typiquement, c'est ça. Hein. Lorsqu'on lutte contre le gaspillage alimentaire, typiquement, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses à imaginer et c'est probablement là où on va trouver des nouvelles sources de création de valeur dans nos filières agricoles et agroalimentaires. Sur le volet environnemental, j'ai envie de dire une chose. Je préfère penser que c'est plutôt la fin d'un monde que la fin du monde. Et si j'ai choisi cette image, ce n'est pas tout à fait par hasard non plus. Je crois beaucoup quand même aux ressorts technologiques. Je crois énormément aux ressorts technologiques. Ceux-ci vont nous permettre de résoudre un certain nombre d'équations qui nous semblent impossibles aujourd'hui à résoudre. Il y a 20 ans, ça, on ne pouvait pas faire ça, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a à résoudre? Eh bien, vous le savez comme moi, monter des températures moyennes, là, c'est l'hémisphère nord, mais on l'aurait pu faire au niveau mondial. On a cette histoire d'empreinte carbone, effectivement. Ça, c'est ce qui nous touche tous, individuellement, collectivement, etc. Et le secteur agroalimentaire a sa part de responsabilité, c'est à peu près 20%. 20% des émissions de carbone des Français. Alors j'ai pris la France, voilà. 20% des émissions de carbone relèvent du secteur agroalimentaire. Donc on a notre part de responsabilité. Et globalement, l'empreinte carbone des Français, chacun d'entre nous, aujourd'hui, l'estimation, des gens très sérieux, puisque c'est quand même le ministère du Développement durable, etc., on émet à peu près 12 tonnes de carbone. Ce que disent les scientifiques, c'est que pour revenir à des choses raisonnables en termes d'effets sur les montées en température, etc., c'est qu'il faudrait qu'on descende au niveau entre 2 et 3 tonnes de carbone. Voilà, c'est ça le niveau. Donc le gap, voilà le gap qu'on a à franchir, et l'alimentaire a sa part de responsabilité. Donc on ne peut pas être hors de ce jeu-là, hors de cette considération-là. Et puis enfin, je crois que j'avais mis, pour compléter le petit trou là, voilà, j'ai voulu insister et sensibiliser aussi sur la question de l'usage de l'eau. Je pense qu'il y a un enjeu autour de la question de l'usage de l'eau. Et encore une fois, remémorez-vous la question de l'échelle de perception. Je pense qu'on peut l'appliquer à tous les niveaux et on voit qu'il y a des enjeux qui sont tout à fait énormes et intéressants. Ça, c'est Alors, si on va continuer, on passe de l'environnement à la transition techno-numérique. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Moi, je pense qu'on n'a encore rien vu, mais rien du tout. On n'en est qu'au début. Finalement, cette histoire du numérique, finalement, on est né avec le numérique, mais elle est toute récente. Même pas une génération. Imaginez, moi je me souviens, enfin, certains d'entre vous aussi, je me souviens encore du premier jour où j'ai envoyé un mail. Voilà. J'étais un petit peu jeune, mais ça date il n'y a pas beaucoup. Alors, l'incidence, notamment, c'est bien sûr l'incidence alors là, c'est dans le monde industriel, mais dans les exploitations agricoles, c'est exactement pareil. Là, j'ai pris, par exemple, l'évolution des équipements en robots dans l'industrie, dans le monde. Ça explose. Ça explose. J'aurais pu mettre un graphique relatif à ce qui se passe dans le monde de l'agroalimentaire. Et vous auriez constaté qu'il y a moins de robots dans le monde agroalimentaire. Ce n'est pas que les gens de l'agroalimentaire soient moins attirés par le sujet. C'est tout simplement que les technologies qui étaient proposées pour le monde agroalimentaire n'étaient pas encore suffisamment matures pour qu'on s'équipe à des niveaux d'équipement que connaissent d'autres secteurs industriels, l'automobile ou autre. Mais c'est juste une question de temps, et le temps, c'est demain, vous allez voir. L'autre incidence de ces transitions technico-numériques, c'est au niveau de la communication, des échanges qu'on a entre nous, etc. Et bien sûr, de toute l'influence de ces réseaux de communication sur notre façon de penser, sur l'appréhension des choses, etc. Je vais vous poser une petite question, un petit sondage, mais vraiment très rapide. Qui connaît Don Camillo? Quelques-uns quand même, ouais.
Allez, je pense qu'il y a moins de 10%, moins de 10-15%. Qui connaît Katy Perry? Il y a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus, 10-15%. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux personnes? Ben, en fait, ces deux personnes sont des influenceurs. C'est le curé qui avait une influence sur ce qui se passait au niveau local, etc. Katy Perry, c'est une chanteuse déjà, qui a le réseau. Alors, je crois que c'est pas Insta, mais Instagram aussi, qui a le plus gros réseau social sur Insta et le plus gros réseau social sur je sais plus c'était sur quoi, sur Twitter. Voilà. Plus de 100 millions de followers sur Twitter, plus de 100 millions de followers aussi sur Insta. Ces gens-là, le jour où ils vous disent « j'ai arrêté de manger de la viande », croyez-moi, ça va vite. Croyez-moi, ça va vite. Donc, cette transition technico-numérique, il faut bien la penser et l'intégrer. Aujourd'hui, enfin, c'est même presque trop tard, j'allais dire, mais il faut l'intégrer parce que ça va extrêmement vite sur l'évolution de nos mentalités, nos façons de consommer. Et dernier élément qui vient compléter en fait cette liste de Twitter, c'est les dépenses faites par les entreprises dans les médias. 2017, c'est une année clé, puisqu'en 2017, pour la première fois, les dépenses de publicité faites via les réseaux numériques, canaux numériques, ont dépassé les dépenses faites via les réseaux télévisuels, pour la première fois. Le point d'inflexion, il est là. Le réseau presse, je ne vous en parle pas. Donc aujourd'hui, allez imaginer que vous allez faire un 4x3 dans Quimper pour mettre en valeur vos produits, n'y pensez plus. N'y pensez plus, c'est de la dépense perdue, à perte. 10 minutes, ça va. Voilà. Transition numérique, je voulais vous montrer un petit truc. Moi, ça m'a complètement bluffé. C'est une petite vidéo que j'ai récupérée sur YouTube la semaine dernière. Alors, on va y arriver. On va prendre le temps. Voilà. Moi, j'ai un commentaire quand je vois ça. J'ai un seul commentaire. C'est les évolutions technologiques sont tellement fulgurantes que ce qui était inimaginable il y a 5 ans sera mis dans vos usines dans 5 ans. On en reparlera dans 5 ans. Et aujourd'hui, chaque année, moi, venez par exemple, je vous invite à venir au CEFIA à Rennes, Carrefour des fournisseurs d'industrie agroalimentaire. Chaque année, on a des nouvelles technologies qui sont présentées. C'est incroyable les choses qui sont faites, qu'on découvre chaque année. Transition alimentaire, ma 4e transition. Finalement, je serais tenté de dire presque rien de neuf sur le soleil, notamment sur une aspiration fondamentale que vous allez découvrir, sûrement. Voilà. C'est cette aspiration au manger mieux. Tout le monde aspire à mieux manger. Tout le monde aspire à mieux manger. Simplement, c'est de savoir ce qu'on met derrière ce mieux manger. Et parfois, ce fameux adage qui dit le mieux est l'ennemi du bien, je pense qu'on peut vraiment l'appliquer à l'alimentaire aussi, et on le verra. Et puis enfin, il ne faut jamais oublier une chose, moi fondamentalement, on en revient quand même à des basiques, mais il ne faut jamais l'oublier, c'est sous contrainte morale, il y a des consommations qui se font sous contrainte morale, les interdits religieux par exemple, et budgétaires. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Quoi qu'on en dise, il ne faut pas oublier cette considération budgétaire. J'avais une fois eu le plaisir de converser avec un directeur d'un hypermarché dans la région de Rennes, et on parlait justement de la manière dont se faisaient les achats, etc., les ressorts d'achats, etc. Puis il m'a dit, vous savez, M. Perrault, la moitié des gens qui arrivent avec leur caddie, qui rentrent dans mon magasin,
gagnent moins de 1500 balles par mois. La moitié des gens qui passent dans son magasin gagnent moins de 1500 par mois. Donc en fait, vous allez avoir un mixte finalement entre ce pouvoir d'achat et ce vouloir d'achat. Et sans cesse, c'est des arbitrages qui vont se faire avec parfois pas forcément une grande logique, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'ambivalence, mais c'est notre nature. Nous sommes tous ambigus et ambivalents. Alors, cette transition alimentaire, la faim dans le monde. J'y vais vite, Bruno en a parlé tout à l'heure. Il y a quand même, effectivement, basiquement, 800 millions de personnes qui veulent bouffer tous les jours, qui ne sont pas nourries aujourd'hui. 800 millions de personnes, d'accord ? J'y reviens pas. Pendant que d'autres, suspense. Ah, mais ça va venir. Voilà. Pendant que d'autres se goinfrent. Et j'ai adoré l'édito il y a quelques jours de Charline Van Hennecker qui disait, en fait, c'était les 40 ans de McDo en France, l'ouverture du premier magasin en France. Et donc l'édito de Charline qui disait 40 ans de double cheese et de triple pontage. Et en fait, mais tout le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que je vais vous mettre les chiffres de l'évolution du chiffre d'affaires de McDo en France. Voilà. 91, alors on n'est pas remonté à 40 ans, mais 91, c'était 500 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros. Il y a un moment, il faut quand même se dire, tous ceux qui y vont, ils y vont pour lâcher un billet de 10 euros comme ça, ou pourquoi ils y vont ? Il y a quand même des éléments qui plaident pour ce type de consommation. C'est pratique, c'est rapide, c'est pas cher. Ça reste des basiques de la consommation alimentaire. Vous me direz ce que vous voudrez, ne vous en déplaise, voilà. Simplement, effectivement, à côté, ce qu'on constate, alors loin de moi l'idée de faire la corrélation entre les deux, n'allez me faire dire ce que, voilà, mais les prévisions, en fait, c'est les ratios d'obésité sur un certain nombre de pays et l'évolution au cours du temps. Effectivement, on arrive à des maladies de civilisation, etc., qui posent des questions, qui repose la question du lien entre l'alimentation et la santé. Et il y a des enjeux de santé. Mais ça, c'est tous nos paradoxes. Je vous renvoie à chacun d'entre vous à nos paradoxes. Alors, parlons de nutrition et santé, parce que ça, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est une considération forte de chacun d'entre nous lorsqu'on consomme des produits alimentaires. Alors, c'était un peu pour le jeu de mots, mais j'ai envie de dire stop au yaka du yucca. Alors, je vais mettre quand même presque 20% de la population française à dos. Aujourd'hui, c'est 16 millions de Français qui ont téléchargé cette application. Pas forcément 16 millions qui l'utilisent, 16 millions qui l'ont téléchargé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on fait un raccourci qui, à mon sens, est insupportable et nous conduit chacun d'entre nous dans une impasse. Pourquoi on fait un raccourci ? Première chose, l'aliment, ce n'est pas l'alimentation. Donc là, on nous fait croire qu'un aliment, c'est l'alimentation. On nous fait croire ensuite, deuxième chose, que l'alimentation, c'est la nutrition. Mais non, l'alimentation, ce n'est pas la nutrition. Et on nous fait croire une troisième chose, c'est que l'alimentation, c'est la santé. Ben non. Et donc, en simplifiant ce discours, je trouve qu'on dévoie les choses et on court parfois un peu à notre perte. Donc il faut surtout pas simplifier les discours et remettre ces liens entre cette chaîne qui est celle de l'aliment, l'alimentation, la nutrition et la santé. On en arrive à quoi ? On en arrive, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais on en arrive à dire, tous végétariens. Tous végétariens. Même mon chien. Puis mon chien, c'est quelqu'un, c'est bien connu. Voilà. Alors, pour autant, sur la question de... Parce que tout le monde est interpellé par ces sujets qui font le buzz médiatique, etc. Aujourd'hui, simplement pour vous donner quelques chiffres, dans le monde, c'est entre 5 et 6% de la population mondiale qui est totalement végétarienne. Et dans ces 5 à 6% de la population mondiale, ce sont essentiellement en Inde, puisqu'il y a à peu près 40% des Indiens qui sont totalement végétariens. En France, c'est à peu près 2 à 3% des Français qui sont végétariens. Voilà.
Juste pour citer ces quelques chiffres. Je passe assez vite et pour insister un tout petit peu sur cette notion de flexitarisme. Et je pense que ce flexitarisme, finalement, c'est l'omnivore moderne du XXIe siècle. Je pense que c'est le sujet sur lequel il faut travailler. Flexitarisme, il est assez mal défini, mais finalement, c'est des changements de comportement. On passe d'un inter à un autre, mais chacun définit ses contraintes. Et la semaine dernière, il y a le Centre culinaire contemporain a présenté le résultat d'une étude extrêmement intéressante, une étude sociologique. Ils ont enquêté un certain nombre de gens, ils sont allés voir comment ça se passait chez eux, des gens qui se déclaraient flexitariens. Et ces changements alimentaires sont considérés par ces personnes interrogées comme vécus positivement, considérés comme irréversibles, probants et attestés par des bienfaits que chaque personne a constatés. Et ça, à partir du moment où vous avez ces éléments-là, il est évident que la bascule qui s'est opérée ces gens-là, elle est faite pour de bon, définitivement. Donc, alors ça, c'est une étude sociologique. Et l'autre élément intéressant, je voulais vous citer un travail qui est récemment sorti, qui a été fait par WWF, qui a essayé d'imaginer, globalement, vous prenez une famille de 4 personnes pour une semaine, la dépense alimentaire, c'est à peu près 190 €. Voilà, dépense moyenne. Et à partir de cette dépense moyenne, ils ont essayé de voir si on pouvait faire un panier flexitarien qui respecte cette considération budgétaire. On reste à 190 €, mais on fait un bilan carbone très sensiblement abaissé et on met un Nutri-Score. Ça m'énerve ça aussi, le Nutri-Score. J'ai tapé sur Yuka, mais Nutri-Score c'est pareil. Et on a un Nutri-Score A. La démonstration est intéressante. Après, on peut discuter des chiffres, etc. Mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Donc, à partir du moment où c'est faisable et que les gens qui le vivent le considèrent comme une transition positive, on peut considérer que là, on est dans des changements complètement structurels. Je vois Serge qui me fait les yeux noirs. Je termine avec un dernier élément. Et tandis que j'avais quand même envie de mettre ça, tandis que le monde continue à avoir faim de viande. Et là, ça renvoie à nos considérations d'échelle géographique. Quand même savoir que, selon la FAO, la demande mondiale en viande, dans les 10 prochaines années, va croître de 37 millions de tonnes. 37 millions de tonnes, ça ne vous dit rien. On va ramener ce chiffre-là à la production bretonne. Production bretonne, elle est de 2 millions de tonnes, même un peu moins de 2 millions de tonnes. Donc, de toute façon, ne soyons pas prétentieux, nous ne nourrirons pas le monde. Néanmoins, j'ai la faiblesse de penser que nous pourrions nourrir une petite partie de ce monde, pas qu'en faisant des coups conjoncturels, mais en faisant vraiment une approche structurelle et en disant finalement, on ne va pas aller sur de la commodité, ça ne sert à rien. Regardons nos avantages comparatifs, et sur la base de ces avantages comparatifs, je pense qu'une petite partie de notre activité en production de viande et production de protéines animales, viande, lait, peut servir cette demande mondiale qui sera de toutes les manières en croissance quoi qu'il arrive. Ce ne sera peut-être pas 37, et même si c'était 20, il y a peut-être une petite part du gâteau à prendre. Voilà, dernier pour conclure. Pour conclure, j'ai trouvé ce petit... alors là, c'est les chiffres qui attestent mon propos. Voilà, des gens très sérieux. Voilà, c'est de considérer que finalement, bien sûr, il y a tous ces changements qui sont à l'œuvre et tous ces changements sont autant de chances et d'opportunités pour nous. Et c'est là qu'intervient, à mon sens, la 5e transition alimentaire. C'est cette transition intellectuelle que nous devons tous opérer. C'est ça, c'est un peu comme, souvenez-vous, le film de Luc Besson, le 5e élément. Il y avait l'eau, le feu, etc. Et puis le 5e élément, c'était l'amour. Ben, moi, je pense que notre 5e élément, c'est cette transition qu'on doit faire dans nos têtes. C'est l'amour que vous mettez d'ailleurs dans le fait productif alimentaire, mais c'est cette transition qu'on doit faire en disant que le monde va bouger, il va bouger, il y a des tas d'opportunités, et moyennant ça, on a effectivement tous les arguments pour réussir à satisfaire cette demande locale, régionale, nationale, européenne et mondiale alimentaire. Merci. Applaudissements pour Jean-Luc Perrault.
Merci Jean-Luc. Jean-Luc, je vous invite à garder, à rester ici, à prendre votre place auprès d'un tabouret haut.